Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir et d'écouter Christian Deveau qui, comme vous le voyez, va faire une présentation qui me semble séduisante, ne serait-ce que par son titre, les chauves-souris et les virus. C'est quand même un thème qui est, à mon avis, extrêmement original. Et vous verrez toute l'importance, en effet, de s'intéresser aux diverses sources animales possibles, de ce qu'on appelle les zoonoses pour l'homme, c'est-à-dire l'ensemble des maladies qui peuvent être transmises aux populations humaines à partir des populations animales. Et donc, Christian a eu la gentillesse d'accepter de vous présenter un exemple des travaux qu'il a contribué à conduire sur ce sujet. Merci beaucoup, Christian. Sans plus attendre, nous t'écoutons. Merci, Michel. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu éloigné de mes zones de confort, hein, puisque au départ, je suis immunologiste, et quand je me suis mis à la virologie, je travaillais plutôt sur les rétrovirus. Mais il se trouve que, au cours de ces dernières années, j'ai quand même été plus dans l'administration de la recherche que dans la recherche pure. Et donc, j'essayais de me sensibiliser à un certain nombre de sujets. Et en particulier, il se trouve que j'avais été nommé vice-président du défi de l'ANR, qui s'appelait Santé Environnement. Et donc dans ce contexte-là, j'avais quelques collègues qui me sollicitaient de temps en temps pour des jurys de thèse et autres. Et il se trouve qu'un des jurys a porté sur des coronavirus. Alors j'aurais pu choisir Ebola, hein, dans la même lignée, mais eux travaillaient sur les astrovirus et les coronavirus. Et donc progressivement, on s'est mis à travailler ensemble sur quelque chose qui est plus peut-être ce qu'un éditeur appellerait opinion paper, que réellement papier scientifique où on fait des manifs, on a des résultats et on les interprète. Là, on a eu des résultats, mais on est plus dans la réflexion. Et la réflexion, en fait, qui se pose là, c'est en gros comment est-ce que l'anthropisation des milieux, c'est-à-dire les actions de l'homme sur le milieu, peut avoir des conséquences sur l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Et donc j'ai pris ce modèle des coronavirus comme un fil conducteur. En fait, toute ma conf, elle se résume dans cette diapositive, donc on peut presque s'arrêter là. Je voulais en fait vous emmener dans un petit voyage en Asie du Sud-Est. Et donc ce que vous avez derrière moi, c'est une image d'une forêt indonésienne. C'est une photo prise par un copain qui était là-bas. Et ce qu'on voit, donc, c'est toute la partie forêt sur le bas. Puis on voit un certain nombre de mammifères volants, des chiroptères qui sont là, des chauves-souris. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Alors ce qu'on ne voit pas, moi je l'ai matérialisé par des petits ballons que j'ai attachés à nos chauves-souris en vol. Et donc chaque petit ballon correspond à un coronavirus dans cette population de chauves-souris. Dans les études qui ont été faites donc par la thésarde de mon collègue montpelliérain, donc c'était Audrey Lacroix, elle a trouvé que 4,7% des chauves-souris sont porteuses de coronavirus, ce qui est quand même considérable. Et donc là c'est proportionnel, j'ai recompté, vous avez vraiment ce qu'il faut. La première chose que je voulais faire, c'est vous parler globalement de maladies émergentes. Et il se trouve qu'à une époque, j'étais au ministère de la Recherche et que Valérie Pécresse m'avait demandé de monter, à la suite de l'opération Chikungunya à l'île de la Réunion, un groupe de travail qui était censé pouvoir apporter des réponses au gouvernement quand on se retrouverait dans des situations de crise avec une émergence. Et donc j'avais réuni un comité assez large de ce qu'on appelle des experts. Vous connaissez la définition de l'expert, c'est celui qui connaît presque tout sur presque rien. Et donc on avait un comité d'experts qui était censé travailler sur ces problèmes d'émergence. Et la première réunion a été un peu surréaliste parce que la question, ça a été pour des experts, ce qui paraissait une évidence, qu'est-ce que c'est une maladie infectieuse émergente? Et là, on s'est aperçu en discutant que finalement, chacun avait sa version de la maladie infectieuse émergente. Et donc, on a passé les 2 premières heures à essayer de mettre à plat et se dire qu'est-ce que sont les signes de la maladie infectieuse émergente. Et donc, on en a quelques-uns qui sont listés ici. Bon, c'est une nouvelle maladie qui est due à un nouveau pathogène. Alors évidemment, la première règle, c'est que la nature de la maladie est liée à une infection.
C'est nouveau, donc ça ce sont les deux éléments clés. Mais donc ensuite, ça peut être ce que je viens de dire, ça peut être une nouvelle pathologie, mais dont on ne connaît pas encore l'agent causal. Ça peut être une maladie qui est déjà connue, mais qui va évoluer, qui va évoluer, qu'on va diagnostiquer de manière précise. Pour exemple, je vous donne chikungunya et dengue. Je pense que pendant un certain nombre d'années, avant qu'on travaille vraiment le diagnostic chikungunya, il y en a probablement un certain nombre qui passaient pour des dengues. Dengue est pris comme ça. Et donc on sous-estimait la vraie fréquence de chikungunya sur la planète. Ça peut être des maladies qui apparaissent pour la première fois dans une zone géographique dans laquelle il n'y avait pas eu ce type de pathologie qui soit repérée. Puisqu'on parle de chikungunya, ça peut être le cas quand on a été à l'île de la Réunion. La situation, c'était qu'en fait, on connaissait chikungunya en Afrique, mais on ne connaissait pas chikungunya en émergence à la Réunion. Et là, en plus, il y a eu un deuxième phénomène qui s'est produit, c'est qu'en fait, le virus chic, qui était principalement transmis par un moustique de type Aedes aegypti, est passé par une mutation de l'enveloppe et a pu passer sur des Aedes albopictus et est rentré dans la population au travers d'Aedes albopictus à l'île de la Réunion et s'est développé là, touchant à peu près un tiers de la population de l'île. Ça peut être aussi une pathologie qui est connue, présente chez l'animal, mais qui accidentellement est transmise à l'homme. Et puis ça peut être la sortie d'une pathologie déjà connue, mais qui surviennent dans des populations qui deviennent sensibles et qui n'arrivent pas à contrôler la maladie. Si on rajoute des gens des sciences humaines et sociales dans le groupe de travail, ce qui était le cas, on a quelques éléments supplémentaires. Parmi ces éléments, une maladie infectieuse émergente, c'est quelque chose qui n'est pas courant, mais qui surtout provoque à la fois de l'incertitude et de l'anxiété. C'est presque une caractéristique au démarrage. En fait, on est plus confiant quand on sait, et quand on ne sait pas, on est dans une situation d'anxiété. Et puis, c'est souvent quelque chose qui a un fort impact social et des conséquences économiques. Là encore, pour vous donner un exemple, quand il y a eu l'émergence de chikungunya à La Réunion, il y avait aussi du chikungunya à l'île Maurice. La Réunion a annoncé qu'elle avait des chikungunya, elle n'avait plus de touristes. L'île Maurice, quand je suis allé pour l'OMS faire le travail de relevé sur Chic là-bas, on s'est rendu compte que l'île Maurice ne déclarait pas les cas de chikungunya. Mais le premier chauffeur de taxi qu'on croisait et à qui on posait la question nous disait « moi dans ma famille j'en ai 4 qui sont couchés, ils avaient tous le chic, mais les touristes étaient là ». Donc voilà un petit peu les problématiques qui peuvent se poser. Et quand on regarde maintenant en termes de virus ce qui a pu émerger au cours des dernières décennies, on se rend compte en fait que pratiquement chaque année vous avez une nouvelle émergence avec un nouveau virus. Alors, la liste n'est pas exhaustive ici, mais vous reconnaîtrez un certain nombre de virus dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années. Là, je les ai classés de manière syndromique, pardon. Et donc, vous voyez qu'en fait, il peut y avoir des virus rota-astro associés aux diarrhées, des virus respiratoires type influenza, type SRAS, les encéphalites, qui sont ici, entérovirus, West Nile, etc., Zika, les immunodéficiences avec les rétrovirus, les cancers, également des rétro et des virus de la famille HHV, les virus des hépatites, les fièvres hémorragiques avec Ebola, Anta, etc., etc. En regardant ce slide, ça me fait faire une petite digression sur certains sujets en termes à nouveau d'émergence. Il se trouve que il est là.
Donc, moi, je me suis plus particulièrement intéressé, mais pas en 83, bien plus tard, à HIV. Mais qu'en 83, j'étais à Washington au National Institute of Health, et qu'en fait, 83, ça correspondait à cette période où 3 ans auparavant, Bob Gallo avait trouvé le premier rétrovirus humain qui était HTLV, et où on se posait beaucoup de questions sur une maladie qui commençait à sortir. Donc on était dans une maladie émergente, de gens qui se trouvaient être des gens jeunes, pour lesquels on voyait une fréquence élevée de sarcome de Kaposi, ce qui n'était pas courant. C'est-à-dire que le sarcome de Kaposi, on le voyait en Afrique chez des gens âgés, mais pas chez des gens jeunes aux États-Unis. Et puis progressivement, on a vu les immunodéficits qui étaient associés à cette pathologie, sans réellement là non plus bien comprendre ce qui se passait. Et à cette époque-là, donc ces années-là aux États-Unis, on disait cette pathologie, c'est la pathologie des 3 H, c'est-à-dire homosexuels, héroïnomanes et haïtiens. Et donc, moi j'étais totalement naïf de l'existence de ce virus à cette époque-là. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une femme qui travaillait à l'ambassade de France, qui savait que j'étais au NIH, et qui me dit, moi j'ai ma fille qui a été diagnostiquée donc, pour le sida. Donc j'étais plutôt mal à l'aise, je ne donnerai pas la suite. Et à cette période-là, encore, on était quand même dans la notion d'essayer de comprendre ce qu'était cet immunodéficit. Et dans l'immunology branch où j'étais, j'avais juste à côté Gene Shearer, qui lui avait compris qu'il y avait un problème immunologique, c'est-à-dire qu'en fait, il cherchait chez les patients qu'est-ce qui pouvait induire une immunodéficience. La seule chose qu'on savait à cette époque-là, c'est qu'on cassait un certain nombre de CD4 tous les mois, et que si on attendait 7 ans, on n'avait plus de CD4, et donc là on rentrait dans le sida. Donc c'était presque comme on pouvait dire aux gens, vous avez attrapé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais dans 7 ans, vous êtes mal. Alors qu'ils étaient très bien avant. Ce qui est aussi un problème donc, pour en revenir à Gene Shearer, lui, il était persuadé que c'était dans le sperme des homosexuels qu'il y avait un facteur immunosuppresseur. C'était bien vu dans la notion de l'immunosuppression, mais il n'avait pas du tout la notion du virus. Le facteur immunosuppresseur, il aurait peut-être pu le trouver s'il avait eu de la chance. Ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait du sperme de patients et il mettait ça sur des souris et il essayait de voir s'il y avait une immunosuppression chez la souris. Sauf qu'on a su bien plus tard que le virus HIV, il lit le CD4, mais il lui faut un corécepteur, et chez la souris, il n'y avait pas le récepteur qu'il fallait. Et donc du coup, le cycle viral ne pouvait pas se faire chez la souris, il n'y avait aucune chance qu'on arrive à voir l'immunodéficience chez un modèle murin, sauf plus tard, quand on a humanisé les souris, et là, on a pu trouver un certain nombre de choses. Autre élément important dans la problématique des maladies infectieuses émergentes, il y a une question de temps qui est très importante. C'est-à-dire que si vous avez affaire à un agent pathogène qui arrive chez un patient et qui le déquille au bout d'une semaine, bon, vous savez qu'il se passe quelque chose. Et là, on peut prendre des mesures, on peut isoler. Quand on a affaire à un agent pathogène qui va rentrer dans un individu et causer une maladie 7 ans ou 10 ans plus tard, voire 50 ans plus tard, à ce moment-là, arriver à le repérer, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. Et il n'y a qu'une fois qu'on connaît la physiopathologie, la cause, qu'on est capable de travailler sur ce sujet-là et de suivre et de faire la surveillance et l'alerte. Donc ça, c'est un point important, la temporalité de la maladie émergente. Il y a la même problématique avec le virus HTLV. Le virus HTLV, c'est un virus qu'on trouve en Afrique, on trouve ça dans les Caraïbes, au Japon, et en particulier, bon, les Japonais ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est un virus qui est transmis par le lait maternel aux nouveau-nés, et ces personnes-là n'ont aucun problème. Sauf que pour un certain pourcentage, au bout d'un certain nombre d'années, alors pour certains, ils vont faire une pathologie qui s'appelle la paraparésie spastique tropicale, et pour d'autres, ils vont faire l'ATL, c'est-à-dire la leucémie de l'adulte. Et cette leucémie est en fait une leucémie monoclonale,
C'est-à-dire qu'en fait le virus est venu, s'est intégré, et les cellules qui ont ce virus-là dérivent en tumeur. Et donc là, quand on regarde un peu ces individus, ils ont attrapé le virus tout jeune. Et puis en fait, s'il faut un cancer, ça va être à 50 ans, 60 ans. Donc vraiment un décalage temporel énorme. Et puis en plus, on s'aperçoit qu'il n'y en a que tout petit pourcentage parmi eux qui font réellement l'ATL. C'est de l'ordre de 3 à 5% des individus qui sont infectés. Et ce qui était surprenant aussi, c'était que lorsqu'on regardait ces patients, les cellules de ces patients-là, là plus personne ne comprenait rien, les cellules tumorales étaient en fait des cellules dans lesquelles il y avait un rétrovirus, mais le rétrovirus n'était pas complet, il avait perdu une partie du génome. Et il y avait une corrélation complète entre le fait d'avoir la tumeur et le fait d'avoir perdu un fragment de génome. Et alors il y a eu des tas de recherches, en particulier des travaux superbes de Quantian au NIH, sur quelles sont les dérégulations, alors les NF-κB, on est passé partout, et on a tout trouvé, les tumeurs suppresseurs qui étaient dérégulées, etc., etc. Mais tout ça était une belle histoire, mais il n'y avait jamais la vraie corrélation avec la tumeur. Et en fait, il a fallu qu'on attende les années 80, est-ce qu'on a fait ça, 95 et 98. J'avais dans l'équipe à Montpellier un chercheur qui à l'époque faisait des manips en double hybride pour essayer d'attraper des protéines qui interagissent avec une autre protéine. Bon. Et à ce moment-là, il a pêché dans ces tumeurs une protéine qui était une protéine à domaine BASIP. Et quand il a cherché à trouver le gène correspondant, il s'est aperçu que quand on regarde les cadres de lecture ouverts dans les rétrovirus, quel que soit le frameshift, donc vous savez qu'on lit de 5' en 3' normalement, et que dans les rétrovirus en particulier, on peut lire de la position 1 ou 2 ou 3 de la composition en acide nucléique, et qu'en fonction du cadre, on va avoir des open reading frames, donc des cadres de lecture ouverts, qui codent pour des choses différentes. Donc on utilise au maximum le potentiel du génome, et donc on amplifie en fait les capacités de synthèse de protéines. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que finalement il y a aussi une capacité de faire de la transcription anti-sens, et que la fameuse BASIP protéine qu'il avait repérée dans ces tumeurs-là, en fait c'est le produit d'un messager d'un transcrit anti-sens. Donc c'était super intéressant parce que, bon, d'abord des transcrits anti-sens à cette époque-là, on n'en connaissait pas beaucoup. Maintenant, ça s'est généralisé, c'est une problématique de génétique qu'on trouve un peu partout maintenant. Mais surtout, on a pu aller regarder si la BASIP était présente ou pas dans ces tumeurs. Et là, c'est 100%, ça marche. C'est-à-dire que quand il y a la protéine BASIP, en fait, on est dans les cellules tumorales. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas corrélation. Et donc, on avait la démonstration d'un produit qui est associé au processus de tumorigénisation. Et depuis, bon, il y a des centaines de papiers qui sont autour de ça, avec tous les variants qu'on peut imaginer, tous les mutants. Donc, bon, je vais passer là, sans quoi je pourrais y passer tout l'après-midi. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Bon, on va aller à ça. Donc en fait, quand on est dans ces maladies infectieuses émergentes, il y a en fait une autre triade que celle que je présentais au début. C'est arriver à combiner les problématiques de recherche, de surveillance et d'intervention. Quand on a une nouvelle pathologie, évidemment, on a besoin d'accumuler des connaissances sur l'agent pathogène. Alors là, j'ai mis virus, mais ça pourrait être une bactérie. Sur les écosystèmes dans lesquels le pathogène circule. Essayer de comprendre comment il est transmis. Mettre au point des méthodes de détection rapide très, très précoces. Tout connaître de la physiopathologie, etc., etc. Sur la surveillance, avoir des systèmes de signalisation précoce
Alors ça peut être les cas cliniques qui sont un peu aberrants par rapport à ce que les cliniciens ont l'habitude de voir. Ça peut être aussi, une fois qu'on connaît les choses, peut-être les patients eux-mêmes qui font un self-screening parce qu'eux-mêmes ressentent des signes cliniques qui les amènent à consulter, et donc ça peut orienter un petit peu le clinicien dès le démarrage. Ça peut être les médicaments. On peut avoir au niveau des pharmacies une montée en flèche de la consommation de tel ou tel médicament qui n'était pas prescrit généralement, et donc là on doit se dire tiens, il se passe quelque chose. Ça peut être ensuite des suivis de séroprévalence dès qu'on a des sondes qui le permettent, le suivi des vecteurs, le suivi de la santé animale, donc beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui permettent de faire un suivi de ces problématiques. Et puis, quand on a la surveillance, derrière, on doit avoir l'intervention. Alors, j'ai réactualisé, j'ai mis l'IHU, quand même. Et donc, l'idée, c'est d'anticiper les épidémies. Quand il s'agit de maladies vectorielles, donc en l'occurrence des arboviroses, j'avais fait cette slide pour un papier sur chikungunya, donc bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a des vecteurs. On peut essayer de réduire la quantité de vecteurs, c'est ce qui s'est passé à l'île de la Réunion quand on a voulu essayer d'éradiquer les moustiques. Ça peut être des traitements de patients qui sont mis en route, des vaccinations quand on est capable de vacciner, et puis il y a tout un travail aussi qui est une cellule de communication-information, parce que vous savez que dans des situations d'angoisse et de crise, la problématique de la communication est quelque chose de majeur pour éviter que tout dérape, et ça c'est important d'avoir un lien avec des médias, mais des médias de confiance pour passer les bonnes informations. Alors, on va en venir au coronavirus maintenant, puisque c'était un peu le but de la présentation. Les coronavirus, pendant longtemps, on les connaît déjà depuis les années 60, c'est quelque chose qui, en pathologie humaine, est quelque chose de suivi. Ces coronavirus sont des virus ARN ARN positifs, qui ont une taille moyenne entre 25 et 30 kilobases. Pour comparaison, c'est à peu près 3 fois la taille de génome de rétrovirus, qui ont un diamètre de 70 à 120 nanomètres, qui, comme beaucoup de virus enveloppés, ont des protéines d'enveloppe, donc ils les entourent, ce qui dans le cas des coronavirus s'appelle le spike. Et c'est cette protéine-là qui va toucher son récepteur pour pénétrer les cellules cibles. Et puis, on a toujours des gènes de structure, donc en fait, là, des ORF qui vont coder réplicase, transcriptase, enveloppe, membrane, la nucléocapside, etc. etc. Évidemment, le domaine de liaison au récepteur, il est dans le spike, il s'appelle récepteur binding domain, mais on y reviendra tout à l'heure. Le site, très brièvement, tout virologue commence toujours par un cycle, il est toujours faux, mais enfin bon, on vous le présente quand même. Hein. Donc en fait, on a un virus qui va venir s'attacher. Ce que vous avez en bas là, c'est une cellule. Hein. Ce que vous avez en bas, c'est le virus. Vous avez ici les protéines d'enveloppe. Les protéines d'enveloppe, elles viennent s'attacher à un récepteur de surface, un ou plusieurs, hein, souvent il y a besoin de corécepteurs. Ça va délivrer à l'intérieur de la cellule un RNA, ici c'est un RNA+, donc qui en fait va permettre de synthétiser des premières protéines qui vont lui servir ensuite à son processus de translation. Grâce à cette maquette, on va pouvoir ensuite coder un certain nombre de RNA négatifs qui eux-mêmes vont servir de template, de matrice, pour recoder un certain nombre de messagers. Et donc il y a toute une série de messagers qui sont codés, qui sont traduits. On a toute une machinerie de protéines, jusqu'à reproduire un génome viral entier, passer par le réticulum endoplasmique, monter dans le Golgi. Là-dedans, on a un réassemblage par simplement des interactions, disons, charge positive, charge négative. Et on assemble tout ça jusqu'à avoir ces vésicules-là qui rebourgeonnent et qui sortent
Alors, dans d'autres virus, c'est pas comme ça. Hein. Il y a le bourgeonnement se fait directement à la membrane cellulaire, et c'est une enveloppe de cellules qui part avec le virus. C'est le cas des rétrovirus. Là, c'est un poil différent. En ce qui concerne le génome, là non plus, je ne vais pas vraiment détailler. Sachez simplement, donc j'ai parlé tout à l'heure de la translation qui est montrée ici. Là, je voulais vous montrer le génome un peu général avec ces gènes de structure. Donc, vous avez ici dans la première partie les cadres de lecture ouverts qui codent pour les réplicases. Après, vous avez toujours la constante de la protéine de Spike qui est ici, qui est codée là. Vous avez toujours la membrane et la protéine membrane et la protéine cytoplasmique, la nucléocytoplasmique. Et puis vous voyez en fait que suivant le virus sur lequel on a discuté, alors qu'ils sont tous de la même grande famille, on va avoir un certain nombre de cadres de lecture ouverts qui vont varier et qui sont caractéristiques du virus en question. Dans ces cadres-là, vous avez toute une série de protéines dites non structurales, donc ce qu'on appelle ailleurs des protéines auxiliaires, qui sont codées par ces génomes viraux. Je ne vais pas vous donner non plus le détail de tout ça. Peut-être vous renvoyer aux conférences je crois qu'Étienne Descrolly était venu ici, mais par exemple, vous avez dû entendre avec le travail d'Étienne tout ce qui concernait les protéines NSP10, NSP14, NSP16, qui sont impliquées dans le complexe de cap des messagers, et qui sont en fait des cibles potentielles actuellement sur lesquelles ils essaient de développer des traitements antiviraux. Donc voilà, on peut associer ces molécules, ces protéines accessoires à des approches thérapeutiques intéressantes, mais ce n'est pas le but de mon séminaire aujourd'hui. Alors si je reviens à ces coronavirus, les premiers coronavirus qu'on a décrits chez l'homme, en fait, il y en a 4, qui sont les 4 qui sont ici. Et en fait, ils ont été associés à ce qu'on appelle le common cold, enfin le froid, le rhume d'hiver, qui se traduit par des choses pas très graves, mais gênantes. Donc on a le nez qui coule, les yeux humides, on tousse et on ennuie ses voisins. Et on le leur passe assez facilement aussi. Donc ça, c'est le critère de ce type de pathologie. Alors, le coronavirus n'est pas le seul à induire ça. Généralement, on va trouver toute une série d'autres virus qui peuvent donner ces symptômes-là. Des rhinovirus, qui sont les plus fréquents dans le domaine, les virus syncytial respiratoires, certains para-influenza, des paramyxos, etc., etc. Mais le coronavirus en fait partie. Et pour vous montrer un peu comment les choses se passent, je vous ai mis ici une image de température de la planète au mois de novembre. Vous voyez qu'il y a une énorme bande ici où on va dire, c'est chaud. Et puis, il y a des bandes qui sont nettement plus froides. Si vous regardez juste en dessous, vous vous apercevez que c'est exactement la même représentation. C'est-à-dire que dans la zone intertropicale, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, qui est ici, ben en fait, à cette période-là, vous n'avez pas ces rhumes. Et si maintenant vous regardez dans ces parties-là, au nord et au sud, vous apercevez qu'il y a un certain nombre de patients qui sont porteurs de ces virus, avec une diversité, par exemple, il n'y en a que 2 sur les 4 types. Mais voilà. Et puis, je pense que là, j'ai piqué cette slide à une Training Microbiology. Peut-être j'aurais mis les 4 en bas là, pour faire mieux, parce que le Brésil c'est grand et que je ne sais pas où sont les cas qui sont indiqués au Brésil, mais ceux-là ils tomberaient dans la zone intertropicale si on les laissait sur cette carte telle qu'ils ont été représentés. Il y a en fait une symétrie, vous voyez qu'en fait là donc c'est en haut et en bas que vous avez ces coronas, et ça serait plutôt dans cette zone intertropicale que vous auriez tous les arbovirus, les Zika et autres dengue et chikungunya, donc c'est plutôt par là. En Australie, ça serait l'ognong, etc., etc.
Donc maintenant, vous allez me dire, ces virus-là, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller passer des heures sur ces coronavirus qui donnent un petit rhume? Est-ce que par hasard, c'est vraiment du sérieux? Là, je pense que quand on a des discussions avec Didier Raoult, tu me dirais, on s'en fout quoi, des coronavirus. Au moins cela. Et donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi ce thème-là, par provocation. Et donc, est-ce que les... Ça va trop vite. Est-ce que ces coronavirus, c'est une réelle menace pour la santé humaine? Alors, oui, est-ce que c'est pas simplement la conséquence d'une agitation médiatique un peu forte à un moment donné? Peut-être. Alors j'ai voulu faire un clin d'œil à une copine qui est journaliste et qui est aussi médecin et qui est au quotidien du médecin. Et en fait, en 2012, elle a titré ça dans le quotidien du médecin, où elle disait « Nouveau coronavirus, le danger vient du ciel ». Donc ça, c'est du journalisme. Et puis après, le SRAS, un nouveau virus issu des chauves-souris fait parler de lui. Et en fait, donc, on est déjà très en phase là avec la suite de ce que j'ai à vous raconter. On est dans des virus qui vont être à l'origine dans les chauves-souris et qui peuvent passer chez l'homme. Après, la question qui va se poser, c'est quelle est l'étendue du risque, quelle est la probabilité, et est-ce qu'ils peuvent muter de façon à ce que ça se traduise dans des épidémies gravissimes à long terme. Donc, avant 2002, quand on connaissait ni SRAS ni MERS, bon, on en était à juste surveiller ces virus-là. Et puis progressivement, il y a eu un regain d'intérêt très fort pour ces coronavirus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le moment où on fermait les unités de l'INRA qui travaillaient sur les coronavirus. Et donc, ça avait fait au niveau du ministère à l'époque un peu de turbulence parce que les équipes qui étaient compétentes, on venait de leur dire qu'elles ne servaient à rien. Donc, je referme la parenthèse. Donc à cette époque-là est sorti le SRAS, le syndrome sévère aigu respiratoire, qui est arrivé en Chine donc en 2002 et qui depuis cette période, gardez ça en tête, a contaminé donc des gens dans 29 pays et on a eu 8000 cas. Après, on viendra, est-ce que 8000 cas, ça veut dire quelque chose ou pas? Tout est relatif. Et puis, plus récemment, une autre pathologie respiratoire de type très apparenté a été décrite, c'était le MERS, et donc qui a été décrite en Afrique du Nord, plus particulièrement en Arabie Saoudite, à partir de 2012, et qui, déjà, ça dure une heure, et donc qui a touché depuis 4000 personnes au niveau mondial. Donc voilà, deux éclairages sur ces pathogènes-là. Si on regarde maintenant comment les choses se sont passées, en jaune, vous avez ce qui s'est passé pour le SRAS, en rouge, je suis daltonien, je crois que c'est bon, c'est le MERS. Et donc en fait, pour le SRAS, c'est parti de Chine et ensuite ça a évolué, ça s'est transmis. Alors, il y a de belles émissions maintenant, des films là-dessus pour savoir qui a été le premier cas et puis comment il a passé ça aux autres. Je vous renvoie à ces émissions-là, c'est bien décrit. Et puis pour le MERS, bah, c'est parti d'Arabie Saoudite et là aussi ça a pas mal évolué. Et puis il y a eu des cas assez intéressants en Corée du Sud, et là je remercie Philippe parce que c'est un peu grâce à lui que je suis allé chercher les papiers correspondants, donc je te remercie pour ça. Et quand on regarde maintenant ces cas-là, on s'aperçoit en fait, si on le rapporte au nombre d'années, etc., en 5 ans, on a eu 2000 cas donc, de MERS, donc, ce qui fait une moyenne de 400 par an, ça veut dire 150 morts par an de MERS en moyenne sur la planète. Quand on regarde ce qui s'est passé pour le SRAS, c'est encore plus bas, on arrive autour de 53 décès par an
sur la planète, évidemment en moyenne. Si on regarde maintenant ce qui se passe avec l'influenza, on fait peut-être moins de bruit, même si on entend un peu qu'avec MERS et SARS, on peut être à des années à 500 000 morts sur la planète avec ce type de virus. Donc est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, est-ce qu'il faut y aller Alors, c'est là que ma discussion avec Didier Raoult s'arrête, puisque lui dit que pour l'instant, c'est pas réellement significatif. Bon, moi, j'essaie de trouver que ça l'est, et donc les éléments sont les suivants. Les patients qui sont contaminés par ces virus-là, en fait, ils ont des critères qui sont des critères grippaux importants. Ça pose d'ailleurs un vrai problème, c'est que tous nos collègues cliniciens, au moment du pèlerinage de la Mecque, se retrouvent inondés de suspicions de MERS. Et donc, il y en a un certain nombre qui se rappellent de garde obligatoire à cause du fait qu'on doit le déclarer aux ARS. Donc ça n'arrange pas tout le monde que ces virus-là ne soient pas classés un peu mieux, en tout cas en termes d'urgence. Et il n'y a pas qu'à Marseille, hein, j'ai des collègues parisiens qui me disent la même chose. En ce qui concerne ces virus-là, qu'est-ce qui est un élément, disons, d'inquiétude? On va le dire comme ça. L'inquiétude, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de cas, dans le cas du SRAS, on se retrouve quand même à 10% de décès parmi les gens qui ont été infectés. Et lorsqu'on regarde le MERS, on estime la mortalité entre 35 et 40%. Donc là, on est quand même avec des fréquences très élevées et qui méritent une attention particulière. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Et puis, je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur cette slide, je l'ai mis sur la suivante. Merci Philippe. Et donc, la question aussi, c'est qu'en plus du fait qu'on a des pourcentages élevés de décès sur les personnes contaminées, je vous rappelle 8000 cas de SRAS, 800 décès, et puis un peu plus de 2000 cas de MERS et 700 décès. L'autre élément d'inquiétude, qui est marqué ici, c'est qu'en fait on commence à rapporter des résultats de super spreaders, donc des gens des gens ou des virus d'ailleurs, qui est l'œuf ou la poule là entre les deux, mais en tout cas des situations dans lesquelles un patient contaminé va très rapidement contaminer toute une série d'autres patients, et en Corée du Sud ça a été le cas avec en particulier le personnel clinique qui a été fortement touché par cette épidémie qui suivait l'arrivée d'un patient infecté dans leur service. Donc je dirais que c'est les deux seuls éléments qui suggèrent qu'il faut quand même être vigilant. Et donc quand on voyait dans les aéroports des affiches sur le SRAS et le MERS, on peut dire que la communauté internationale s'est mobilisée pour quelque chose qui est vrai. Alors après, est-ce qu'il fallait se mobiliser que pour ça ou pour autre chose? C'est toujours un peu surprenant de voir quelque chose dans les aéroports, mais presque que ça. C'est comme ça. C'est la communication qui veut ça. Sur les génomes, pour pouvoir finir à l'heure, je crois que je vais passer très vite. Ça, c'était juste un alignement de génomes de coronavirus. Je n'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une diversité au niveau des ORF qui codent pour des protéines auxiliaires. Donc, retenez ça et ça suffira. En ce qui concerne la phylogénie de ces virus-là, vous voyez qu'en fait, on les classe, alors ici avec les alpha-bêta, en fait il y a alpha, bêta, gamma en termes de coronavirus. Ce que je veux pointer en fait pour vous, c'est que parmi les coronavirus qui donnent les syndromes de rhume, en fait, vous en avez ici dans les alpha coronavirus, et puis vous en avez, où ils sont là, vous en avez dans les bêta coronavirus, et que dans cette catégorie des bêta coronavirus, vous avez aussi le SRAS et le MERS. L'autre chose que vous voyez sur cette diapositive, c'est que là, pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de problématiques humaines, mais en fait, vous voyez là que vous avez des virus apparentés
dans toute une série d'espèces animales. Et j'en viens à la fin de mon séminaire tout de suite. Vous voyez que vous avez des chauves-souris dans tous les phylums de cette classification. Et donc il y a des virus corona apparentés à ce qu'on va trouver chez l'homme dans les chauves-souris, et c'est vers ça qu'on va discuter. Alors la chauve-souris, c'est quoi? Chauve-souris, il y a 1240 espèces de chauves-souris, donc je ne les connais pas par cœur. Hein. Là, je répète bêtement ce que m'a raconté un collègue qui est spécialiste des chiroptères. C'est un mammifère, c'est le seul mammifère qui se déplace avec des ailes. Donc ça c'est important parce qu'en termes de diffusion de pathogènes, c'est quelque chose qui lui permet d'aller plus vite et plus loin. Et puis il porte une étiquette sur lui suivant le pays dans lequel on en parle. Quand on est dans les pays asiatiques, la chauve-souris, c'est un symbole de chance, de longévité, de sérénité, de joie. Et en fait, il y a un rationnel derrière, c'est que ces chauves-souris, elles sont super importantes pour la pollinisation des arbres fruitiers, et puis aussi parce qu'elles mangent les insectes qui, eux, dévorent les céréales, et parce qu'on arrive aussi à les manger. Il y a 56 espèces de chauves-souris qui sont consommées régulièrement en Asie du Sud-Est par les populations pauvres, et donc qu'on trouve sur les marchés là-bas. Juste pour information, 1 million de chauves-souris, il faut essayer de voir comment, est-ce que c'est beaucoup, comment. Il y a certaines cavernes, des grottes en Asie qui peuvent compter 2 à 4 millions de chauves-souris. On les verra tout à l'heure, c'est assez surprenant. Et donc, 1 million de chauves-souris, ça peut vous manger en une seule nuit plusieurs tonnes d'insectes, qui sont des insectes qui vont dévaster l'agriculture. Donc, c'est important. La relation d'écosystème entre l'homme, son agriculture, et puis l'écosystème sauvage qui est autour, c'est un élément important qui va avoir des conséquences économiques fortes. Et puis si on regarde ce qui se passe du côté européen, alors là c'est la vision complètement opposée. Je ne sais pas si c'est les films qui ont fait ça, mais on est chez Dracula en Europe. Voilà la chauve-souris. Il y a évidemment dans l'art européen des références à la chauve-souris, qui évidemment apporte le malheur, hein, là, ici. Et puis il y a cette notion que la chauve-souris, c'est un mammifère qui mord et qui suce le sang des êtres humains. C'est pas intéressant quand même. Bon, sur les 1240 espèces de chauves-souris, il n'y en a que 3 qui ont tendance à se nourrir de sang. Mais il y en a quand même une où récemment au Brésil, la Diphylla caudata, qui est celle-là, sympathique, cette chauve-souris-là, on a retrouvé une consommation de sang humain dans son alimentation. Donc ça existe. Ça existe, c'est pas une généralité. Voilà, il faut le savoir. Les chauves-souris dans le... Les chauves-souris ou les coronages? Non, les virus de chauves-souris. L'intérêt des scientifiques pour ces virus-là, on s'est amusé à aller voir dans PubMed ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte qu'au cours des dernières années, on trouve une inflation de séquences de génomes de chauves-souris dans GenBank. Donc vous voyez, ça continue à grimper de manière exponentielle en nombre de séquences. Si maintenant on regarde la distribution géographique des résultats concernant les chauves-souris, c'est pas les Américains, c'est pas les Européens, cette fois c'est les Asiatiques qui sont les premiers producteurs de publications dans le domaine.
Et quand on dit les Asiatiques, vous voyez, en fait, c'est surtout la Chine qui met un effort colossal sur l'identification de virus de chauve-souris. Et en particulier, là, j'avais une collègue qui avait travaillé à Montpellier, qui est Shi Zhengli, qui travaille maintenant au Wuhan Institute de virologie, et qui font énormément de travail sur la relation entre chauve-souris et virus Ebola. Et donc eux, ils sont à fond, ils trouvent des tas de séquences d'Ebola dans les chauves-souris. Donc Ebola parmi d'autres. Actuellement, il y a plus de 60 espèces de virus qu'on trouve dans les chauves-souris. Pas dans chaque chauve-souris, il ne contient pas tous les 60, hein, mais on arrive à trouver toutes ces populations de virus dans ces chauves-souris. Bon, après, derrière, vous avez quand même un impact fort aussi de l'Afrique sur ce domaine-là, c'est quand même à signaler. Si on regarde maintenant quelles pathologies sont dues à ces virus, certains sont liés directement à des chauves-souris, donc ça a été mis en évidence, comme ici et ici. D'autres sont des zoonoses, par exemple pour la rage, on va avoir le chien, le renard, le coyote, les raccoons. Et en fait, la chauve-souris y est aussi. Pour d'autres, on va trouver par exemple la présence d'un virus réservoir chez le cheval, mais on va trouver un virus très apparenté, un paramyxo chez la chauve-souris. Quand on regarde les séquences, il y a vraiment énormément d'homologie entre les deux, et on pense qu'il y a eu un passage d'un à l'autre. Puisqu'on parle du porc dans les passages d'un à l'autre, vous vous souvenez tous, quand on a eu les épidémies à influenza H5N1, on voit en fait que le génome qui est arrivé chez l'homme, c'est un patchwork complet entre des bouts de génome de virus qui circulent chez les oiseaux, des bouts de génome de virus qui sont chez les porcs, et puis ils ont acquis la capacité à récupérer ce qu'il faut pour passer chez l'homme, et donc on a ces espèces de génome patchwork qui finissent par arriver et à infecter l'homme. Si je reviens à mes bestioles là et aux chauves-souris, donc en fait la rage, numéro 1, alors ça c'est colossal, hein, 55 000 cas par an. Il suffit que vous alliez vous promener à l'Institut Pasteur de Phnom Penh, au Cambodge, et vous rentrez dans Pasteur, et le premier bâtiment sur votre gauche, c'est le centre de vaccination contre la rage. C'est vraiment un problème avec des chiens qui se trimballent partout, en ville, donc des gens qui sont mordus, et il faut intervenir rapidement. Si on n'intervient pas, c'est 100% de décès, donc il faut intervenir. Ensuite, vous avez toute une série d'autres pathologies qui sont associées à des virus présents chez les chauves-souris. Donc ici, NRA, Nipah, Mengele. Alors tout ça est presque anecdotique, on va dire. On est dans un tableau de chasse. Hein. Quand on dit on a décrit 2 cas de fièvre à virus Mengele. Menang, pardon. Excusez-moi. C'est aussi horrible. Donc, en fait, bon, ça veut dire que ça existe, que ça pourrait passer dans la population, que ça l'est pas pour l'instant, mais qu'il faut faire attention. Les 2 cas, c'était des gens qui étaient des fermiers qui travaillaient sur les cochons d'élevage, et donc qui se sont contaminés par les porcs. Et puis vous avez nos fameux SRAS et MERS dont on vient de parler depuis un certain temps, et puis des fièvres hémorragiques avec Ebola, pour lequel on ne sait pas du tout si réellement la chauve-souris en direct peut passer du virus, mais c'est clair que des filovirus chez les chauves-souris apparentés à Ebola, on en trouve plein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, concernant les travaux des collègues chinois. Si on regarde maintenant la distribution des familles de virus qui évidemment sont chez les chauves-souris et qui sont étudiés. Bon, sans surprise, on voit que les rhabdovirus arrivent en tête.
mais les coronavirus arrivent en second. Et quand on regarde les coronavirus, suivant les groupes de chauves-souris qui sont étudiés, on voit que c'est le numéro 1 ici, et là il n'y a pas du tout de rhabdovirus. Et puis si on regarde ici, c'est le numéro 2, donc là il y a un rhabdovirus qui est présent chez les frugivores. Si on regarde maintenant les populations de chauves-souris, on voit que certaines espèces sont nettement plus représentées que d'autres. Donc ici, ce groupe-là, qui est très, très étudié en termes de présence de virus chez ces mammifères. Et puis un peu moins chez d'autres. Je ne sais pas vous dire si c'est lié à la capacité de capture, à la fréquence dans un territoire, etc. Ça, il faudrait demander aux spécialistes des chauves-souris, ce que je n'ai pas pris le temps de faire. Celle-là, je vais la passer, c'est un peu la même que l'autre, sauf que vous avez les gamins aussi qui sont présents, mais c'est pas grave. Ici, ça, c'est en fait tiré de revues de collègues qui montrent un peu l'interaction de tout ce complexe. Et vous voyez, en fait, donc, quand on regarde c'est par groupe, donc alpha, bêta, gamma, delta, coronavirus, et on voit un petit peu où se trouvent les virus présents, donc ici l'homme et puis des animaux d'élevage, des animaux sauvages, ici un peu plus large avec les rats. Et vous voyez à chaque fois qu'il y a un lien potentiel à la chauve-souris. Et donc on pense qu'il peut y avoir une origine commune, et en tout cas une grande communauté entre ces virus-là, et qui peuvent passer d'une espèce à l'autre. La question étant, pour passer, il faut trouver le bon récepteur, et ça c'est un des éléments de restriction. Vous avez à peu près la même histoire là, mais comme j'ai été très bavard, je passe. Dans les récepteurs de coronavirus, en fait on commence à en connaître quelques-uns. Donc en ce qui concerne le virus du SRAS, on sait que c'est l'angiotensine convertie en enzyme 2 qui est le récepteur, donc, vous voyez ici. Ce récepteur de surface, il sert également à un autre coronavirus qui donne les rhumes d'hiver. Donc on voit que des virus, des coronas, peuvent passer par le même récepteur. Et donc on peut retrouver les deux chez un individu. Bon, ça c'est juste pour vous montrer la protéine de Spike, du N-terminal et vers le C-terminal. La zone d'interaction est ici. Ici il y a la zone transmembranaire, donc sur l'enveloppe, et puis un domaine interne. Et ce que je vais vous faire voir aussi, c'est que suivant le virus, qui sont tous des coronas, vous n'avez pas le même récepteur en face, donc on peut utiliser les aminopeptidases, la dipeptidase, etc. etc. Celle-là, en fait, la dipeptide, elle est sur la diapo d'après, c'est celle qui sert de récepteur pour le MERS coronavirus, et en fait, vous avez ici l'alignement des séquences, et puis les régions, ici le N2, etc., qu'on retrouve ici, qui sont les zones d'interaction avec le récepteur qui est représenté ici, en structure 3D. Donc, gardez simplement en mémoire, pour qu'un virus rentre dans une cellule, il faut qu'il y trouve le bon récepteur. Alors maintenant, on en vient au sujet, qui va conclure. Vous avez tous peut-être entendu parler du concept One Health. En tout cas, à l'ANR, tous les gens qui étaient dans ma commission en avaient entendu parler. Ce concept-là, c'est qu'en fait, l'individu n'est pas seul sur la planète, et que tout ce qui se passe, c'est un peu l'histoire de l'économie. Un vol de papillon à Hong Kong qui fait effondrer la bourse à Paris. Bon, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on a un monde qui a coévolué, des animaux qui sont dans un écosystème bien particulier, des systèmes de parasitisme, des systèmes de symbiose, qui font que tout l'ensemble est finalement en équilibre, et qu'on ne sait pas vraiment, quand on change un équilibre quelque part, quelle va être la conséquence sur le reste de l'écosystème. Et donc la santé humaine, elle s'entend comme étant
évidemment, la conséquence de ce qui s'est passé, qui est arrivé chez l'homme et qui se traduit par des maladies, mais ça indique aussi qu'il s'est passé des choses dans un environnement, et en particulier, ça peut provenir de zoonoses qui ont été transmises à l'homme. Et le fait de changer l'environnement, non plus de virus, mais l'environnement planétaire, en particulier d'amener de l'irrigation, de déforester pour faire des plantations, tout ça, ça paraît anodin, c'est bien pour l'économie parce qu'on peut manger quand la surpopulation arrive, mais ça peut avoir des impacts très forts sur l'émergence de pathogènes. Tous ceux qui travaillent les arbovirus, bon, on a la liste de tout ce qui peut se passer et qui fait qu'on peut induire une émergence en modifiant l'écosystème. Et donc la question, c'est est-ce que l'homme lui-même peut créer les conditions pour convertir la chauve-souris, puisque là pour l'instant on se limite à la chauve-souris aujourd'hui, que la chauve-souris devienne un vecteur de maladies émergentes, et c'est ça vraiment le centre de notre histoire. Et donc je vais vous l'illustrer par quelques diapos rapides. La première, c'est, il y a quelques années, le tourisme écologiste, c'était d'aller surveiller les baleines en mer. Il y a un nouveau tourisme qui est en train de se mettre en place, qui est d'aller à la sortie des grottes voir l'envol des chauves-souris. Et donc, c'est ce que vous voyez là, un vol énorme de chauves-souris qui décolle. Et donc les gens sont dessous à prendre des photos, etc. Si vous regardez dans une grotte, ça doit être en Espagne, c'est le collègue espagnol qui a envoyé la photo, mais vous voyez la densité de contact entre ces chauves-souris. Et donc le risque d'échange de pathogènes est colossal quand on est dans une intimité aussi étroite. Donc le fait que l'être humain, qui n'a jamais été en contact avec ça, se mette à aller au contact de ça simplement parce que ça fait partie du tourisme, on ne sait pas quel risque il prend. Et ce que je vous dirai à la fin, mais je peux déjà dire maintenant, c'est que les virus, on les trouve dans les fesses de chauves-souris. Et donc quand vous avez 4 millions de chauves-souris qui vous font caca dessus, voilà, ça peut se passer des choses. Autre problématique, c'est la problématique du guano. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le guano, mais c'est du fesses de chauve-souris. Et en fait, ce que plusieurs pays font, mais en particulier les pays asiatiques, c'est d'aller récupérer les fesses de chauve-souris pour en faire des fertilisants. Alors, il y a même des fermes exprès où les chauves-souris sont au-dessus, et puis en dessous, on récupère les fesses. Et puis tout ça, on s'en sert et puis on vient le mettre dans votre agriculture écologique. On vous déverse ça pour avoir des ferments, des engrais efficaces. Ça marche bien, mais bon. Ça veut dire que les individus qui sont ici au contact quotidien de ça, on considère, ça c'est un peu l'opinion paper qu'on était en train de faire, ça serait peut-être intéressant de les surveiller de près. Parce que je pense qu'au plan sérologique, on risque d'avoir des surprises si on va les tester. Évidemment, c'est une population pauvre qui intéresse peu de gens, et donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il peut se passer des choses. Bon, ça c'est un peu pareil, vous voyez ici un bol de chauve-souris au-dessus de bateaux. Alors celui qui était dans le bateau faisait du tourisme, c'est lui qui me l'a envoyé, mais bon, il s'expose également à ce genre de choses. Alors la seule partie de travail qui a été réalisée un peu dans cette affaire-là, ça a été de combiner des approches satellitaires. Donc on a une collègue qui travaille en Pologne et qui a accès aux satellites russes de surveillance. Et du coup, avec ça, elle peut regarder la répartition territoriale des forêt, de l'agriculture sur les pays asiatiques. Et donc, dans cette zone-là, la Ostland, vous voyez des petits C à des endroits. Donc, sur ces petits C, ça a été les zones de prélèvement qui ont été faites par un autre collègue de Montpellier, avec son étudiante Audrey. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de regarder, en fonction de l'espèce de chauve-souris qu'il y avait sur place, d'abord, qu'est-ce qu'il y avait sur place,
Et puis, dans la chauve-souris, qu'est-ce qu'il y avait comme virus? Et donc, ils ont pu dresser la liste de ce qu'il y avait. C'est comme ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 4,7% de coronavirus chez les chauves-souris testées dans cette série-là. Elles ne sont pas tuées, hein, c'est juste on récupère les fesses et puis on regarde ce qu'il y avait dedans. Et puis on peut regarder aussi l'évolution au cours du temps des forêts dans un endroit donné et comment ça évolue. Et vous voyez en fait que il y a une énorme déforestation dans ces pays-là, plus de 200 000 hectares annuellement qui sont enlevés pour les remplacer par des cultures. Là encore, je suis daltonien, donc j'ai un peu de mal avec les images, mais vous voyez qu'il y a des zones plus sombres et des zones plus claires, ça c'est ce que je vois. Et donc au cours du temps, ça évolue énormément pour une même région donnée. Et donc ça, c'est les périodes où on va cultiver plus. Si on regarde maintenant la couverture en forêt au cours du temps, ce que vous voyez là, c'est en fonction des années qui sont ici, le pourcentage de forêt qui couvre un pays donné. Donc vous voyez que le Laos, on est à 80% de forêt, on est en train de monter au-dessus, presque on va passer les 90. Et puis il y a d'autres pays dans lesquels il y a une très forte déforestation, ici, au Cambodge, qui correspond en fait aux besoins d'alimentation des gens, et donc on déforeste et on plante. Ce qu'on aurait pu penser, c'est que quand on déforeste et on plante, on repousse la faune animale au loin. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Les chauves-souris s'adaptent, et du coup, au lieu de rester dans la forêt, elles viennent au contact des villes, elles se cachent dans les maisons, elles se trouvent des niches écologiques où elles peuvent vivre, et elles se nourrissent de ce que les gens ont autour. Donc ça continue. Et l'agriculture, il y a des insectes, donc elles viennent manger les insectes dans les nouvelles zones agricoles. Donc il y a tout ce turnover qui se fait. Et ce que j'ai essayé de représenter sur cette figure, c'est en fait superposer les régions, les chauves-souris qu'on trouve dedans, et quand il y a un coronavirus par-dessus. Et donc vous voyez que dans toute cette région d'Asie du Sud-Est, on va trouver toute une série de chauves-souris différentes. Alors vous avez sur le côté là le nombre d'espèces, il y a 60 espèces connues au Cambodge, 90 au Laos, 120 en Chine. On ne les a pas toutes capturées, mais en tout cas dans celles qui ont été capturées et pour lesquelles on a trouvé des virus corona, on les a alignés ici. Et donc on peut avoir une carte un peu de ce qui se passe en Asie actuellement en termes de circulation du coronavirus sur un certain nombre de chauves-souris. Dernier élément très fort qui joue dans tout, hein, on l'a vu très fortement dans le VIH, la concentration des villes était un élément important, les voyages ont été des éléments importants. Bon, ici, l'élément important, c'est qu'en fait, on a énormément de croissance de population, et donc vous avez des pays qui sont à 1,6% ou 27% de croissance annuelle. Donc vous imaginez le taux de naissance dans ces pays-là. Et puis vous voyez aussi une densité de population au mètre carré, donc ça c'est des données de la Banque mondiale. Vous voyez qu'il y a des endroits où la population explose, on est à des densités phénoménales. Et donc au plus la densité va être forte, au plus les contacts entre la faune sauvage et les individus va être fréquente. Après c'est une question de probabilité, donc ça je ne sais pas faire. Michel est meilleur que moi en mathématiques, ça je sais. Et donc en fait, ici vous avez une espèce de résumé de tout ce que je vous ai dit. Les paramètres de tourisme, un certain nombre d'éléments qui vont changer l'écosystème, le niveau de santé des gens, l'économie, etc. La consommation de l'alimentation, où vous voyez que dans certains pays, on va consommer des rats, on va consommer des chauves-souris. Donc ça dépend si on les cuit, si on ne les cuit pas. Il peut se passer un certain nombre de choses là aussi, suivant le type de préparation. Les contraintes internationales de voyage, de tourisme, etc. L'agriculture qui va changer l'écosystème, l'utilisation de systèmes de ferme et l'économie. Donc tout ça est une espèce de grand incubateur dans lequel il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas toujours et qui peuvent conduire à ça. Donc l'hypothèse actuellement, c'est que on est dans un écosystème qui est fermé, mais qui est anthropisé parce qu'en fait l'homme agit dessus.
que toutes ces actions vont amener des conditions plus fréquentes de rencontre entre les chauves-souris, mais aussi d'autres animaux sauvages, et les animaux de ferme ou l'homme, et que, je résume tout ça, on ne sait pas où ni quand, mais on sait que un jour ça risque d'arriver, qu'il y ait une émergence qui sorte avec des virus connus ou des virus inconnus, puisqu'il y a aussi probablement toute une série, je parle devant des connaisseurs, de virus qui ne sont pas encore connus, mais qui risqueraient de sortir à un moment ou à un autre. Les gens qui ont travaillé avec moi sur ce truc, on s'est amusé, hein, on n'a pas fait vraiment de science là. C'est Aneta Atfeld qui travaille en Pologne. Alors elle, c'est la géographe qui capture les images satellitaires. Jordi Serracobo qui travaille à l'université de Barcelone. Lui, c'est un écologiste qui est spécialiste des chauves-souris. Lui, c'est mon complice montpelliérain, Roger Frutos, qui est bioinformaticien, qui a fait beaucoup de choses. Et donc, qui me fournissait des séquences pour qu'on arrive à discuter. Voilà, donc on a travaillé tous les quatre ensemble pour essayer d'avoir une idée un peu plus avancée sur ce sujet-là, qui reste complètement ouvert. Je vous remercie. Comme on est chez nous, on a quand même la place pour une question ou deux. Et les séquences entre les coronavirus chauve-souris et humains, c'est complètement identique. C'est pas du 100%, c'est comme toujours hein, les virus. Mais tu as des zones très conservées, tu as des zones de pression, de variabilité. Là, c'est pas l'intermédiaire. Il y a forcément un intermédiaire. Tu vois, quand on est sur le SRAS, on considère que l'intermédiaire c'est dans la civette. Donc le virus de chauve-souris est arrivé sur la civette, c'est le virus de civette qui est passé chez l'homme. Quand on est dans le MERS, on pense que c'est un virus de chauve-souris qui est passé sur les chameaux et que c'est le virus de chameau qui est passé chez l'homme. Tout ça circule et puis après il faut la rencontre. À un moment, il faut l'opportunité du bon récepteur, du contact et puis on y va. Mais avant la chauve-souris. Avant la chauve-souris, il y a des virus ancestraux hein, qui ont coévolué. Pour l'instant, j'en suis qu'à la chauve-souris. Mais c'est pas impossible que, je sais pas, dans l'alimentation des chauves-souris, on ait un certain nombre d'éléments qui déterminent la sortie de ces virus-là. Ah non, c'est pas de la génération spontanée, ça on est bien d'accord. Bon, on va aller regarder. Merci beaucoup.